Euh, Pardon? J'ai été interrompue. Loane, vous êtes toujours là? Oui, 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 on vous entend. D'accord, très bien. Alors, donc l'équipe de l'Institut français de Saarbrücken a commencé par mon assistante Irène Sabarly, laquelle a attiré mon attention sur le documentaire que nous vous proposons de regarder ce soir et que je remercie donc chaleureusement. Bonsoir Irène et merci beaucoup pour ce repérage. Est heureuse de vous accueillir pour parler du sens de la vie, du sens de nos vies, en compagnie donc de Marc de la Ménardière et de Nathanaël Coste. Alors bonsoir Marc et bonsoir Nathanaël. Merci d'avoir accepté de vous connecter avec nous. Bonsoir. Je pense que Marc est dans les parages. Marc, vous nous entendez? Vous êtes bien connecté, toujours connecté? Je suis revenu. Parfait. Alors, quiconque aujourd'hui use d'une telle expression, le sens de la vie s'expose un peu au ridicule. Je rappelle au passage que The Meaning of Life est le titre d'un film décalé et décapant, réalisé en 1983 par les Monty Python, par Terry Gilliam et par Terry Jones. Mais c'est aussi le titre du 12e tome de la bande dessinée Titeuf, publiée par Zep en 2008, dont la couverture nous montre le petit héros la tête en bas. Est-ce à dire qu'il faille, pour trouver du sens à nos vies, nager à contre-courant? Alors, c'est la vie de la plupart des personnalités que vous avez interviewées en 2010, Marc et Nathanaël, en Inde, de Bija Devi, gardienne de semences à la ferme de Navdanaya, à Vandana Shiva, récipiendaire du prix Nobel alternatif en 1993 et qui dirige aujourd'hui la Fondation de la recherche pour la science, les technologies et les ressources naturelles, mais aussi chez nous, en France, de Pierre Rabhi, pionnier de l'agroécologie en Ardèche, à Frédéric Lenoir, qui depuis de longues années médite sur la fécondité de la rencontre entre le bouddhisme et la pensée occidentale. Alors, tous vos interlocuteurs le serinent, l'idéal de société qui prévaut au XXIe siècle est formé du diptyque travail-consommation, l'un permettant l'autre, tous deux en réalité dominés par la finance. Ce diptyque s'inscrit dans le cycle économique et fonctionne sur le mode du renouvellement permanent, et le modèle qui en résulte est celui d'une frénésie laborieuse et consommatrice, marquée par la recherche du toujours plus. À ce diptyque s'oppose un autre, celui de l'énergie amoureuse. Elle est au cœur de la recherche-action écologique conduite par Pierre Rabhi, que je cite. Le sentiment d'amour, une fois libéré des sensibleries romantiques qui trop souvent le dénaturent et l'amoindrissent, se manifeste comme une immense et authentique énergie. Je ne me sens pas écologiste par simple raison raisonnable ou par les seuls arguments scientifiques, mais par une sorte d'intelligence amoureuse inspirée par la splendeur de ce mystère que nous appelons la vie. C'est tiré de la préface au carnet d'alerte publié le mois dernier aux Presses du Châtelet avec Juliette Duquesne, L'humain au risque de l'intelligence artificielle. Alors, vous avez parfaitement présenté, Marc et Nathanaël, le documentaire que nous allons regarder et commenter ce soir ensemble sur le site de votre association, Kamehameha. Alors, que signifie d'ailleurs ce nom? Est-ce qu'il signifie quelque chose? Oui, au départ, nous, c'est un dessin animé qu'on regardait quand on était petit qui s'appelait Dragon Ball Z. Et à un moment, quand vraiment il n'y a plus tous les méchants, en gros, c'est un peu l'attaque de la lumière. Et à la fin, il y a une petite boule de lumière. Et normalement, avec cette attaque-là, genre, ça y est, il disparaît. Enfin, tout le côté obscur, genre, disparaît. Donc, c'était plus fallait donner un nom comme ça. Donc, je pense qu'on n'a pas réfléchi, mais c'était compliqué. C'est compliqué à épeler, mais voilà, on l'a gardé. Non, ça signifie, c'était plus un petit clin d'œil à Marc et enfin, Nathanaël et à moi, je veux dire, quand on était petits, on regardait ça ensemble aussi dans le jardin de ma grand-mère, là, quand on
on est parti en vacances ensemble. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil, puis on l'a gardé finalement. Puis, ça a Donc plu beaucoup la plus. Donc, disparition, la tous ceux qui ont disparition. la référence se rappellent que c'était quand même le meilleur dessin animé de notre époque. D'accord. Donc Avec les cités d'or quand même, qu'il faut la Avec les revoir, cités d'or. disparition de que je suis en la, train de revoir. du côté obscur de la force. Alors, j'encourage donc notre public à lire, si ce n'est déjà fait, vos encadrés thématiques et à prendre connaissance des chiffres et des mots-clés qui les illustrent. Vous résumez en 4 étapes les 7 ans d'expérience collaborative qui vous ont mené de l'autoproduction de ce documentaire à l'autodistribution. 1, 2 amis d'enfance depuis 1984. 2, un pied cassé 2009. 3, un voyage autour du monde 2010. 4, 90 heures de rush à résumer en 90 minutes 2011. Et une douzaine de mots-clés: démocratie, oligarchie, sobriété, altermondialisme, créativité, écologie, introspection, spiritualité, croyance, interdépendance, agriculture urbaine, agroécologie. Alors, je voudrais vous poser en guise de préambule une première question. Diriez-vous que c'est le sentiment d'amour qui vous a animé en 2010 pour réaliser En quête de sens? Et puis, question corollaire, est-ce le sentiment d'imposture qui simultanément vous taraudait? Et j'entends par là ce sentiment apparemment courant de ne pas être à sa place, bien que l'on ait désiré être à cette place. Alors, Nathanaël, moi, qu'est-ce qui commence? Vas-y, là, et pour toi, c'est là. Moi, je pense qu'en effet, au départ, c'est quand même l'amour. Moi, j'ai eu la chance de passer 6 mois en Bolivie avant d'aller travailler à New York. J'ai passé du temps avec des communautés indigènes. Donc, c'était dans le sud de la Bolivie et aussi dans le nord, en Amazonie. Et eux, ils m'ont vraiment connecté à qu'ils appellent la terre-mère, la Pachamama. Et je pensais que c'était des croyances. Je n'étais pas sûr, enfin, pour moi, c'était des croyances, mais en tout cas, je sentais quelque chose de très juste dans ce rapport à la nature. Et ils m'ont montré la beauté de la nature, l'abondance de la nature, alors que j'étais dans des endroits où il n'y avait pas grand-chose. Dans le désert d'Uyuni, il n'y avait pas beaucoup de végétation. Et pourtant, il y avait ce côté, on est en lien et on est interdépendant. Donc, j'avais ça dans un coin de ma tête. Et après, je pense que ce qui m'a réveillé, c'était de voir justement la destruction. Et donc, c'est plus la peur, la colère qui était la motivation, on va dire, le starter au départ, mais après, ce qui nous a fait durer dans le temps et les 5 ans qu'on a passé à faire ce film, en tout cas aller au bout du processus, c'est l'amour, c'est sûr, c'est l'amour de la terre et c'est cette beauté à laquelle on a été confronté et cette sagesse qui nous a nourri de tout à la fois notre esprit, mais à la fois notre âme, et de se dire c'est un tel cadeau qu'on s'est vraiment dit ça, on ne peut pas le garder pour nous, donc quelle forme on lui donne justement pour la partager au mieux. Et nous, on avait trouvé un sentiment d'alignement en faisant ce projet, et donc on se sentait à notre place. D'où l'idée après, justement, de dire aux gens qu'on est possible de trouver sa place et que plus on se connaît, plus on se déconditionne, plus j'ai l'impression qu'il y a un petit GPS intérieur qui se met en route. Et là, on est justement dans cette joie dont parle Spinoza et qui fait qu'on fait aussi des projets plus féconds. Et peu importe l'impact, mais au moins on se sent à sa place. Donc c'est un peu, pour moi en tout cas, c'est deux choses qui étaient liées, quoi. Ah, Valérie, on a perdu le son. Merci beaucoup, puis merci aussi d'avoir prononcé le nom de Spinoza parce qu'il est au cœur de la réflexion que conduit Corinne Pelluchon, justement, qu'on a reçue en janvier, Spinoza et Emmanuel Levinas. Et vous, Nathanaël, sentiment d'amour, sentiment d'imposture, était-ce ce double sentiment? Ouais, il y a eu plusieurs étapes. Moi, j'ai commencé à sortir de la boîte, finalement, quand j'avais 18-19 ans, où je suis allé à l'université. Au bout d'un semestre, avec un ami, on a décidé d'arrêter et de partir travailler en intérim pour pouvoir se payer un voyage en Afrique. Et donc cette année-là, j'ai fait un semestre de fac où j'ai pas fait grand-chose, un semestre dans des boîtes d'intérim, dans le 92, et après, 3 mois, entre le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, avec, juste un sac à dos, quoi. Et ça a été révolutionnaire parce que, ça a été une acculturation, assez profonde quand même, et ça a été assez choquant d'ailleurs, et de réaliser, qu'en fait, ce que nous on appellerait les valeurs de l'Occident, et cetera, heu, sont vraiment à remettre à leur place, quoi. Quand on voit enfin, ce que j'ai moi ressenti comme un immense amour, en fait, de la part de gens, que je ne connais pas, qui sont à l'autre bout du monde,
qui sont pauvres, qui vivent dans des masures et qui pourtant m'accueillent comme si j'étais leur enfant, en fait. Aujourd'hui, on est bien en peine de rendre l'appareil en Occident. Et moi, ça m'a vraiment donné une leçon d'humilité parce que déjà, on peut arriver avec une posture de blanc, sachant, parce qu'on a fait des études, et cetera. Et en fait, vraiment, les gens là-bas ont une forme de connaissance, très profonde et très pratique aussi que nous, on peut-être des fois on a moins et en tout cas une profonde générosité et un sens de l'accueil qui m'avait vraiment beaucoup, touché à l'époque et donc on était bien en peine après de revenir en Occident. On ne savait pas comment est-ce qu'on allait pouvoir revenir dans notre vie d'avant, en fait. On avait l'impression d'avoir subi un changement tellement profond qu'on n'allait pas pouvoir, se remettre comme dans des petits souliers, dans notre culture. Et donc, et en fait, si, en fait, on y arrive. Il y a des périodes il y a une période qui est un petit peu compliquée au retour de voyage, dont on témoigne dans Quête de sens, qui est une séquence qui évoque un petit peu ce malaise du voyageur qui rentre chez lui, qui a pas envie de retrouver ses habitudes et qui a pas envie de retrouver quelque part aussi sa culture, parce qu'il a rencontré l'altérité, parce que cette rencontre crée aussi une magie et nous donne l'impression d'être profondément vivant, quoi, parce que, bah, voilà, on est stimulé, on est challengé et on apprend des choses, et on se remet aussi en question, quoi, Mmh. au contact avec l'autre. Mmh. Donc ça avait été un gros, voilà, dans ma vie, ça a été en tout cas un gros marqueur qui m'avait mis sur une voie et puis qui m'avait aussi connecté avec le monde invisible, qui est une des composantes, qui est très, très vivante en Afrique Mmh. et après c'est en retrouvant Marc en 2008 qu'on a retrouvé aussi une connivence, de vieux amis et que du coup, on a senti qu'on partageait aussi des valeurs, et qu'on avait envie de, je sais pas, de faire quelque chose ensemble. On sentait qu'on avait quelque chose à faire ensemble. On avait une forme d'intuition. On a commencé, comme moi je faisais des films, déjà à l'époque, à réfléchir à un projet de film, peut-être sur les questions de gestion de l'eau, qui étaient des thèmes sur lesquels j'avais travaillé en Inde du Sud et comme Marc, était impliqué dans la, comment on peut dire? Dans la distribution, Valorisation de dans la de l'eau en valorisation, bouteille. marketing d'eau en bouteille, à New York, qui était une voie, assez séduisante, mais finalement un peu vide de sens à l'époque et on avait quand même des discussions assez stimulantes sur tout ça et sur l'état du monde et c'est au moment où la crise financière a rattrapé l'Occident et où quelque part en quelques jours, en fait, puisqu'on était à New York à ce moment-là avec Marc quand, la Lehman Brothers a fait faillite, on s'est rendu compte en quelques jours que le roi était nu, en fait et que le système occidental finalement montrait, tout son cynisme et toute sa fragilité en même temps et donc c'était un peu vertigineux. C'était un peu le colosse au pied d'argile. On a l'impression d'un système qui est très, très résilient, qui est installé. C'est en partie vrai, mais on voit aussi toute sa fragilité. Aujourd'hui, avec le Covid, il y a des tas de chaînes d'approvisionnement qui sont complètement désorganisées. Il y a des tas de choses qui marchent plus ou voilà, beaucoup de choses, qui reviennent pas à la normale si facilement et on voit qu'on est sur des sociétés hyper techniques, hyper pointues, une très, très grande forme de complexité et que tout ça crée une fragilité aussi énorme. Oui. De la déconnexion des sociétés hyper connectées, pour reprendre, les mots de Guylaine Alajoanine, qui est l'auteur d'un plaidoyer en faveur de la convivence qui a été publié chez Hermann en 2017. Et, Guylaine Alajoanine qu'on a reçue, à Saarbrück et qui est une spécialiste de la télésanté, dans le monde entier. Elle intervient dans le monde entier. Bien, alors ce que je propose, c'est de ne plus tarder. Irène a très bien fait de rappeler dans le chat que certains des spectateurs peuvent aussi regarder, s'ils veulent voir le film et en apprécier toute la beauté, hein, ils peuvent le faire sous le lien qu'elle a rapporté, qu'elle a inscrit dans le chat, et puis nous rejoindre ensuite pour la discussion. Donc, chers amis, voici donc Enquête de sens, bon visionnage et bon voyage. On vous donne rendez-vous dans 1h28 exactement pour en débattre avec nos invités. Donc, ceux qui veulent, hein, je le rappelle, voir le film dans toute sa splendeur, clique sur le lien posté par Irène dans le chat. À tout à l'heure et je laisse Loane maintenant opérer. Merci. Alors, je voudrais remercier donc Marc et Nathanaël pour ce film réalisé sans producteur ni conservateur. Ça m'a rappelé la petite mention de Philippe Biwix à la fin de son essai sur le désastre de l'école numérique, imprimé avec des encres végétales sur du papier blanchi sans chlore, recyclé à 100% pour l'intérieur et à 80% pour la couverture.
Alors, un film qui se présente comme un hymne à la joie, c'est sans doute le mot récurrent de cette heure et demie. Alors, je voudrais céder la parole donc maintenant à Irène, qui est chargée de la modération, mais nous restons bien sûr en contact, elle et moi, par le chat. Le public a prioritairement la parole, mais nous savons, Irène et moi, qu'il a toujours du mal à redescendre des monts himalayens où les invités les ont invités à grimper. Alors, on va lancer la machine. Irène, c'est à vous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Irène Sabarly et je travaille à l'Institut français de Sarrebruck. Et donc, je tenais tout particulièrement à remercier Nathanaël et Marc d'être présents ce soir et que l'on ait pu visionner ce très beau film. Donc, pour le public, si vous avez une question, vous pouvez lever la main virtuellement, la petite main jaune, et donc je vous céderai la parole. Et donc, je pensais peut-être poser une première question pour commencer. Donc, Nathanaël et Marc, qu'est-ce qui a changé pour vous après le voyage et après le film? Au niveau matériel, est-ce que vous avez changé vos habitudes de consommation? Est-ce que vous avez changé d'habitation, par exemple? Et aussi au niveau spirituel? Vas-y, Marc, tu veux commencer? Nathanaël? Ou c'est moi? Allô? Bah, écoute, depuis qu'on a fini le film, moi personnellement, j'ai fait une famille, donc du coup, ça a changé un petit peu des trucs. Donc, il y a aussi le sens qui est passé par des choses un peu, à la fois très vivantes et très terre à terre, un peu moins, philosophiques parfois. Mais il y a eu beaucoup de phases, ouais, et beaucoup d'évolutions et en même temps, enfin, en ce qui me concerne, une envie de continuer à contribuer, au bien commun. Donc ça, c'est peut-être la continuité, elle serait peut-être là et ça prend des formes différentes et l'association Kamehameha a continué d'évoluer et aujourd'hui, elle a 10 ans. D'ailleurs, on va fêter l'anniversaire dans quelques semaines et on va se reconnecter avec tous les gens, qui ont traversé, cette aventure et c'est aussi une aventure de partage sur, comment est-ce qu'on peut mettre des films au service des communs, au service des messages qui ont besoin d'être propulsés aujourd'hui pour la conscience et pour l'humanité. Donc voilà, je pense que moi j'ai essayé modestement de mettre mon énergie là-dedans et après ce qui a changé, bah, c'est, une certaine, une certaine façon d'appréhender le monde, qui est peut-être plus liée au sensible, heu, plus ancrée et aussi être plus conscient qu'en fait qu'il faut mettre beaucoup d'efforts, dans essayer d'avoir, une intention qui est claire quand on lance un projet, essayer d'être à sa place et essayer d'occuper sa place, en fait. Moi, je dirais que c'est là où je suis aujourd'hui, j'essaie d'occuper ma place et c'est pas gagné tous les jours, voilà. C'est aussi, comprendre quelle est cette place et comment est-ce qu'on peut l'occuper au mieux et de pas marcher sur les pieds des autres et en même temps être bien à sa place et bien ancré pour pouvoir développer les choses qu'on a besoin de développer, avec les autres, quoi, voilà. Moi, je dirais juste ça. Je suis dans la Drôme aujourd'hui, depuis la fin du film là quasiment, après un petit passage en Italie, je suis basé dans la Drôme et on continue ce projet d'associatif, Kamehameha qui a plein de nouvelles évolutions et là aujourd'hui, voilà, juste pour dire, la petite actu, c'est qu'on travaille sur un film sur, l'agriculture et l'alimentation face au changement climatique et donc on va parler aussi du rapport à la terre, du rapport au vivant et ça va se passer du coup dans la vallée de la Drôme ici, en Bio-Vallée. Voilà, j'ai dit. Donc, nous, bah, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis, parce que c'était fin 2009, donc du coup, ça fait presque un peu plus de 12 ans quoi, maintenant. Donc, en effet, il y a eu plein de changements. La première, c'est sûr, c'est la vision du monde qui s'est fait complètement dynamiter au contact des premiers intervenants et de voir qu'il y avait une cohérence dans la manière d'appréhender justement le réel. Je pense que quand on change et qu'on comprend la nature du conditionnement en gros, l'histoire que la société nous a racontée, qui est propre à chaque culture, mais qui est différente, qui est une fiction. Ce que nos sens nous racontent du réel, c'est aussi une fiction qui est aussi et qui change en fonction des expériences, notamment spirituelles qu'on peut avoir. Et pareil sur la dimension de ce que mon ego et le sentiment de moi, du jeu,
elle nous a raconté tout ça. Ce voyage l'a complètement explosé. Donc, pour repartir sur d'autres bases, et nous, ce qui a été un peu initiatique au-delà du voyage, c'est qu'on avait tous ces rushs, ces 90 heures de rush, et qu'on avait du coup pas de producteur, mais donc ça voulait dire beaucoup de temps pour faire le film. Des fois, il y a quelqu'un qui nous avait dit d'ailleurs, le bon film, c'est le film qui sort. Donc, au bout de 4 ans, on s'est quand même dit peut-être qu'on va... Done is better than perfect. Donc, on s'est dit, on va le sortir, mais entre-temps, on a eu le temps de digérer tous ces concepts et de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut vivre autrement. Et comme on n'avait pas de producteur, on n'avait pas d'argent, donc déjà, moi, dans les grands changements, c'est par rapport à New York, c'est que de vivre avec rien pendant très longtemps et de juste faire confiance, comme dit Satish Kumar à la fin. Avec Nathaniel, on se retrouvait dans la Drôme, on vivait en caravane, on faisait du montage, on n'avait pas grand-chose. Il avait trouvé un hangar où un agriculteur leur laissait le toit, il y avait de temps en temps des petits coups de main à donner, mais du coup, on était vraiment dans lâcher prise et on se disait, voilà, si c'est juste, on trouvera des solutions. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ce qu'on essayait de gagner avec nos petits bras musclés, notre cerveau, des fois pour avoir de l'argent, là, ça venait sous d'autres formes, en fait. Donc, du coup, ça, c'était aussi une des grosses leçons, de ne pas vouloir avec de la volonté uniquement, mais de changer la posture par rapport à ce qu'on donnait à la vie, ce que la vie nous donnait en échange. Ça a été, voilà, pendant 3 ans et demi, on s'est rendu compte que, voilà, on a pu vivre, on a pu faire plein d'expériences, on a eu des gens qui nous prêtaient des appartements, enfin, on a vécu l'abondance en choisissant la pauvreté qui devient du coup la sobriété versus quand on l'a subi. Psychologiquement, c'est pas du tout la même chose. On avait les mêmes salaires, je pense que, enfin, les mêmes revenus que des gens considérés comme pauvres, mais c'est juste que nous, on avait choisi ça et du coup, il y avait une autre forme d'abondance qui était là. Donc ça, je pense que ça a été un vrai changement après d'avoir des pratiques régulières, de ne pas se laisser trop polluer par les images, les infos, de faire attention à ce qu'on mange, d'avoir une cohérence, d'où ça vient, de manger aussi le plus possible local, pas industriel. Je pense que ça joue dans l'état dans lequel on se sent. Et puis après, les amis, je pense qu'il y a un petit tri dans les fréquentations. On était plus proche de gens avec qui on partageait cette vision, on a enlevé tout ce qui était un peu toxique dans les relations. Et je pense que voilà, tout ça, ça a amené un vrai nettoyage. Et puis après, voilà, je pense que moi, ça a été de pas faire la famille tout de suite. Ça a été de créer un lieu sur les conseils de Satish Kumar, de dire ne cherche pas de travail, mais invente un mode de vie. Donc du coup, c'était de créer un lieu qui était entre un peu un mix de tout ce qu'on a vu au Guatemala, en Inde, la partie agricole, la partie intériorité, et de voir comment on pouvait essayer de créer une forme d'ashram un peu laïque où on vient se reposer, se régénérer, toucher à certaines pratiques de la danse, le chant, tout ce que nous on a expérimenté d'ailleurs pendant tout le film et après, et voir comment toutes ces pratiques contemplatives nous amènent aussi à avoir de l'intuition, de la créativité, de la puissance d'agir aussi. Et donc voilà, ça a été depuis maintenant 5 ans, pendant 4 ans et demi presque, voilà. On a monté ça avec ma compagne et du coup, là c'est d'avoir une relation, voilà, changer sa vision du monde, ça commence par quel est mon environnement autour de moi, et donc moi c'est les champs, c'est les animaux, et donc voilà, de reprendre la main sur voilà, la manière dont on vit, d'être plus autonome, même si après j'ai l'impression que c'était l'autonomie au départ qui nous motivait et qu'en fait l'autonomie elle révèle surtout l'interdépendance. Être autonome, c'est compliqué, on ne peut pas tout faire soi-même, je pense que ce n'est pas une bonne idée, mais de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on peut faire et après on a besoin des autres, et comment aujourd'hui, voilà, entre la nature, les voisins, il y a plein de choses où voilà, c'est plutôt vivre autrement et expérimenter voilà, cette joie de faire des choses avec ses mains, de produire sa nourriture et de pouvoir proposer à d'autres, parce que je pense que c'était une responsabilité, tout ce qu'on a pu toucher, appréhender avec Nathanaël pendant ce film, avec ses intervenants, et de le mettre à disposition d'autres personnes, en leur créer le contexte pour qu'eux aussi, ils réfléchissent à ces questions fondamentales. Et la bonne nouvelle, c'est quand on met 15 personnes en quête de sens ensemble pendant 4 jours et qui dansent, qui chantent, qui mettent les mains dans la terre, qui se posent des questions et qui échangent entre eux d'ailleurs sur toutes les solutions qu'ils ont trouvées, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Il y a une espèce d'énergie et aussi pareil, une puissance qui vient de là, et après il y a des super projets qui naissent. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un peu ça, le après le film, ça a été qu'il existe, que créer un lieu pour expérimenter, et puis toujours les messages, je pense qu'avec Kamehameha, c'est aussi l'idée d'Athènes qui porte ça beaucoup plus, mais comment on continue aussi à influencer à la fois les imaginaires avec un futur un peu plus désirable que ce qu'on nous propose aux 20h de TF1. Merci beaucoup pour vos réponses, et je voudrais bien céder la place aux autres personnes présentes. Donc, si vous avez des questions. Oui, Janine? Oui, je suis fascinée de voir comment on peut changer de vie, de toute, avoir vécu à New York et avoir passé cette expérience qui était quand même assez longue, et de pouvoir vivre comme vous le faites maintenant. J'ai bien compris que la véritable révolution est intérieure,
Mais rien qu'à voir ce film et voir les différentes personnes que vous avez interviewées, je pense qu'il y a une réflexion qui se fait déjà. Je pense à l'eau, par exemple. Je pense que acheter de l'eau comme nous le faisons, comme nous avons l'habitude de faire, c'est totalement insensé. Il y a de l'eau de robinet. J'ai des enfants qui sont médecins et qui se moquent de moi parce que je vais acheter de l'eau. Et quand je vois un petit peu les grandes multinationales suisses, notamment Nestlé, qui exploitent l'eau au détriment des habitants, j'ai vu par exemple ce que ça peut donner dans certains coins aux États-Unis, c'est effrayant. Et donc, merci pour ce film, pour cette prise de conscience qui se passe pour tous ceux qui le voient. Et puis, je pense que chacun pour soi peut changer un petit peu son mode de vie. Merci en tout cas. Merci, Janie. Donc, elle m'a dit, tu veux prendre la parole? Bonsoir. Tout d'abord, je tiens vraiment à remercier l'Institut français de Saarbrück de nous avoir fait découvrir cette petite pépite. Et j'en suis vraiment reconnaissant. Et maintenant, pour les auteurs du documentaire de cette œuvre, tout au long du documentaire, on entend que les gens s'éveillent et qu'il y a des changements qui sont en cours, et ces changements ne passeront pas forcément par les gouvernements, mais plus par les individus. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant avec un peu de recul, vu que votre film a maintenant 5-6 ans déjà d'existence? Bah ça, je pense que ça se vérifie. Hein. Il y a pas, depuis, à chaque fois, il y a des nouvelles élections, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est un peu plus reverdi de temps en temps. Je pense que l'écologie a pris une place qui avant n'était pas du tout là. C'était un parti. Maintenant, de l'extrême droite à l'extrême gauche, l'idée de prendre soin de la planète, c'est quelque chose qui est pas négociable. Je pense que ça, au moins, ça a changé. Après, j'ai l'impression que dès que ça contrecarre un peu l'agenda économique ou la croissance ou le PIB, on met un peu sous le tapis. Donc je pense qu'il y a une chose là qui est en train de changer, en tout cas en France, c'est qu'à une époque, c'est pas les gouvernements qui vont changer, mais là maintenant, il y a des listes citoyennes, donc il y a des citoyens qui décident de rentrer dans les gouvernements, de se présenter et d'essayer de changer aussi de l'intérieur. Donc je pense que c'est un peu les deux. Nous, c'est sûr, on pense que c'est le gouvernement, enfin les politiques en général, les politiques que mènent les gouvernements, en fait, sont liées à des institutions qui sont le résultat d'un niveau de conscience. Et en fait, à partir du moment où le niveau de conscience des individus augmente, je pense que les gens qui nous dirigent aussi sont le reflet de ça, en fait. Donc, je pense qu'on continue de penser qu'il faut que les gens s'éveillent et qu'ils continuent à savoir qui ils sont et ce dont ils ont envie, et de se relier justement plus à la planète, à leur intériorité, aux autres groupes de citoyens, et d'imaginer le monde à quoi ça devrait ressembler, de s'impliquer de plus en plus là où ils sont. Et je pense que c'est après de forcer les gouvernements à changer. Moi, j'ai bien aimé ce qui s'est passé en France, où il y a eu ce référendum sur le climat, où finalement, le président Macron a quand même pris quelques mesures. Il n'a pas tout pris, mais pour moi, c'est le pied dans la porte de dire les citoyens qui ne sont pas des professionnels de la politique sont capables, quand on leur explique un sujet, de faire des propositions et d'avoir des choses assez cohérentes. Donc, je pense que voilà, pour l'instant, on n'enlève rien. Pour l'instant, moi, j'enlève rien de ce qu'on avait mis avec Nathanaël dans le film. On pense que ça ne viendra pas du haut, mais c'est au bas de mettre la pression sur le haut, et surtout de mettre la pression sur les lobbies, parce que les gouvernements, ils ont quand même le pouvoir de mettre des freins aux lobbies, en tout cas. Et je pense que là, il faut légiférer sur un certain nombre de choses. Moi, pour reprendre le terme de Danone, où justement, moi, j'étais chez eux quand je travaillais pour Evian, là, il y avait Emmanuel Faber qui était un chef d'entreprise vraiment concerné et qui souhaitait faire de son mieux pour vraiment amener un changement sociétal de là où il était, dans le paquebot qui était Danone. Et là, c'est les actionnaires qui l'ont mis dehors. Donc, ça montre bien qu'à un moment, il faut aussi légiférer. Donc, pour moi, c'est pas soit, c'est et, mais il faut quand même que les citoyens, ils se reconnectent à la nature pour qu'ils comprennent ce qu'ils ont à défendre, et ils font partie de ce qu'ils défendent, pour que cette lutte-là, elle vienne vraiment du bon espace. Et en même temps, que les citoyens mettent la pression sur les gouvernements pour que ça change aussi.
Mais vu qu'ils sont quand même relativement mis en place par les argentiers, les industriels qui n'ont pas le même agenda que les citoyens souvent, il y a à ce moment, je pense qu'il y a des conflits d'agenda. Donc, c'est tout ça qu'il faut pousser. Mais je pense qu'il n'y a pas une solution, mais il faut pousser dans tous les sens. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas rester au statu quo ou se laisser endormir par juste des promesses. Il faut faire un doodle pour croiser les agendas. Mais ouais, en rebond avec ce que tu dis, Marc, dans les intentions qu'on avait au départ, j'ai envie de dire modestement, on avait envie de permettre de créer des ponts peut-être entre deux grilles de lecture, deux visions du monde. Et nous, en tout cas, on voit que dans les mouvements, on va dire, alternatifs qu'on a pu côtoyer, et on en a côtoyé pas mal tout au long de ces années, il y a différentes sensibilités quand même. Et il y a des gens qui se revendiquent plus d'une culture politique assez affirmée, des courants de gauche qui sont plutôt sur le changement. Et on voit aussi des gens qui sont pas forcément très, très concernés par la chose politique, qui sont plus dans une recherche de découverte de soi, de progrès intérieur, de connaissances. Et que souvent les 2 univers cohabitent pas, voire, ressentent assez mal la présence de l'autre, quoi. Avec des jugements, du type, «Ah mais de toute façon, oui, si tu es en lutte, c'est que tu as trop de colère, donc il faut que tu régules ta colère», ou alors, bah, si tu pars méditer, c'est que tu as rien compris, c'est que tu es bien naïf, en fait. Et quelque part, nous, c'est un peu la conclusion du film, même si, beaucoup de gens l'ont pas ressenti comme ça. C'est de dire: «On a besoin d'un rapport de force sur le politique. On a besoin, et contre les lobbies et les multinationales. On a besoin du coup, d'entretenir ce rapport de force et de montrer que, oui, donc nos comportements d'achat, c'est notre premier droit de vote. Mais derrière nos comportements tout court, quoi, tout ce qu'on peut faire, dire, et nos engagements politiques et nos engagements, divers. Et en même temps, on a besoin aussi de progresser, sur notre conscience de nous-mêmes et notre conscience des autres, parce on est très, 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 en difficulté avec ça, en fait. Avec notre psyché, avec nos blessures, avec toutes les choses qu'on a besoin de faire évoluer déjà en nous-mêmes, avant de pouvoir, peut-être espérer des changements plus globaux. Donc en fait, les 2 sont importants, et si on n'a qu'une seule des 2, finalement, moi, j'ai l'impression qu'il nous manque un peu une des 2 jambes pour pouvoir avancer, et que les 2 se permettent en fait d'aller de l'avant, quoi. Donc voilà, donc le changement, ça passe par nous-mêmes parce qu'on est capable de faire notre chemin d'évolution personnelle, et ça passe au niveau sociétal par les structures que collectivement on peut mettre en place, quoi, et qui sont que le reflet de nos consciences individuelles. Et c'est pas juste le rapport de force qui peut, en tout cas je crois, mettre en place des structures vertueuses. C'est un rapport de force plus des aspirations à une forme d'harmonie, une forme d'équilibre. C'est se respecter soi, c'est respecter l'altérité, respecter l'autre, les femmes, les migrants, les gens qui ne sont pas comme moi, les jeunes, les enfants. Voilà, les non-humains, c'est aussi prendre en considération qu'on est tous ensemble dans le même bateau, et qu'en fait, si on pense qu'on est au-dessus du lot, en fait, on va rien créer de très durable pour la suite. Merci. Je vais lire une question de Morgane qui est apparue dans le chat. Donc, elle vous remercie pour cette belle soirée et ce superbe film. Et elle demande si une des solutions serait-elle la suppression partielle ou totale des besoins artificiels, comme défini par R. Koyshian, et dans quelle mesure serait-ce réalisable dans nos sociétés conditionnées? Alors, c'est sûr que je ne sais pas si c'est la suppression partielle ou totale des besoins artificiels, et que les besoins ils sont un peu différents pour les uns pour les autres, mais c'est la forme qu'on donne pour nourrir ces besoins qui doit changer en fait. Un des documentaires moi, qui m'a beaucoup marqué, c'était Century of the Self, réalisé par Adam Curtis, qui parle de la découverte de la psychanalyse, en tout cas l'utilisation de la psychanalyse par le neveu de Freud, qui s'appelle Edward Bernays, qui est, je pense, le Machiavel du XXe siècle, du XXe siècle, dont personne n'a vraiment entendu parler. Enfin, pas, en tout cas, par rapport à l'influence qu'il a eue sur, je pense, les élites américaines et après aussi européennes, dans la manière dont comment utiliser justement les besoins des humains, qui sont légitimes, inconscients, et de les coller, enfin de les faire matcher avec des produits. Et donc, c'est des besoins qui sont de nature psychologique et sociale, et derrière, ils utilisent des objets qui doivent se renouveler régulièrement. Donc, je pense que c'est à cet endroit-là qu'il y a une petite manipulation.
et que si ça déjà, on les nourrissait autrement, ces besoins de lien, ce besoin de statut social, je pense que justement la connaissance de soi, la méditation, tout ce qui existe, les pratiques contemplatives, le fait d'être dans la nature, ce vide laissé par cette déconnexion de la nature qu'on remplit par des objets et des statuts, déjà là, on évacuerait un paquet de problèmes. Si en plus après les produits sont en cycle et se reproduisent à l'infini, je pense que ça c'est aussi pareil, une contrainte à mettre dans les cahiers des charges des entreprises et des ingénieurs. On peut arriver à quelque chose de tellement plus vertueux. Mais c'est sûr que tant qu'on brise le lien social, le lien à la nature et qu'on manipule l'inconscient des gens avec des produits, des objets pour le remplacer ça, là on est dans un cul-de-sac. Donc voilà, plutôt que de les supprimer, au moins les comprendre et voir si on a la manière la plus judicieuse d'y répondre, parce que j'ai l'impression que souvent, on n'y répond pas. Donc pas créer de désir et répondre autrement aux besoins, déjà là, on a fait 50% de la pollution de la planète en moins et ça n'a rien coûté à personne. Si c'est juste un peu plus justement de bonheur, parce que là, on sera sur des choses durables. J'aime bien quand Satish Kumar, il parle du contentement. Il l'a dit en 3 phrases, mais cette idée de faire la différence entre le contentement et le plaisir, déjà là, on s'évite ces frustrations et ce yo-yo dans lequel on est beaucoup. Et après, je pense qu'aujourd'hui, c'est les écrans et l'addiction aux notifications qui vient aussi, pareil, court-circuiter un peu nos neurones. Et aujourd'hui, on a des industriels qui nous connaissent mieux qu'on se connaît. Et je pense que ça, c'est grave quand on a des applications qui sont conçues à la base, l'intention. Moi, je ne crois pas que la technologie est neutre. Je pense que la technologie et l'outil, elle arrive dans un contexte et que quand on utilise des applications ou des réseaux qui sont faits pour nous rendre accros à la pub ou accros au réseau, je pense que là, pareil, on se met aussi le doigt dans un engrenage. Donc voilà, prendre conscience de ses besoins, de comment ils sont manipulés, et de là, déjà, on fait un grand pas. Sans faire un truc dictatorial qu'il faut éviter. Ça, c'est plus dur. Parce que justement, la complexité de cette question de la sobriété, c'est que les ressorts psychologiques humains sont enclins, en fait, à aller vers, justement, en tout cas, les industriels et les publicitaires jouent sur nos ressorts naturels. Donc c'est le film dont parlait Marc là, Edward Bernays, tous ces ressorts psychologiques qui ont été utilisés pour, nous faire acheter des trucs dont on n'a pas besoin, en fait. On n'a pas besoin, mais psychologiquement, on en a besoin pour combler un vide de sens, dans l'acte d'achat, ou pour exister socialement parce qu'on va acheter la belle voiture ou la belle maison, et que c'est toujours dans une surenchère et que finalement ça s'arrête jamais. Tous les ans, il y a un iPhone qui sort. Je veux dire, c'est mathématique. Tous les ans, il y a un iPhone qui sort. Ils vont pas à un moment dire, bon, en fait, l'iPhone 27, il est pas mal. Bon, on va peut-être en rester là, en fait. Ça vous va? Vous arrivez à vous en servir? Ça n'existe pas, ça, parce que il faudra forcément trouver le truc qui sera mieux que ce qu'on a déjà, quand bien même il faut aller saccager des pays du Sud qui ont des ressources minières qui aujourd'hui sont en train de s'épuiser et autres. Et donc, du coup, on est dans cette forme un peu d'adolescence de la conscience où on n'est pas encore vraiment adulte, le genre humain. C'est Théard de Chardin qui disait l'être humain n'a que 16 ans. Et, je ne sais plus si c'était avec qui qu'on parlait de ça et qui disait c'est ambitieux déjà, 16 ans, c'est déjà généreux, quoi. C'est-à-dire, on est encore dans une forme d'infantilisme, mais c'est aussi nos ressorts neuronaux psychologiques. Et ce que donc dans les traditions, on apprend aussi à dompter le mental et à dompter ses pulsions, mais ça suppose une forme, on va dire, de discipline, d'ascétisme. Ça suppose d'être déjà conscient qu'on a ces ressorts psychologiques en nous qui font que quand ça va pas, on a envie de sortir la carte bleue et d'aller dépenser de l'argent, quoi. Ou on a envie des fois de posséder une chose qui nous procure en fait c'est des circuits de la récompense qui sont des trucs qui sont très bien connus, en fait, mais pas connus du commun des mortels. Donc on continue d'acheter des trucs jetables, que ce soit des vêtements ou maintenant des imprimantes ou à peu près tout avec l'obsolescence programmée. Donc c'est un truc qui est très bien rodé et qui ne fait aucun cas des limites de les ressources de la planète. Et en fait, à un moment donné, on se dit: en fait, on ne sait pas comment réfléchir en dehors du cadre de la croissance, en dehors du cadre du consumérisme, et on ne sait pas, rendre cet aspect de la sobriété, quelque part, un petit peu sexy et glamour, quoi. Donc c'est un petit peu ce qu'ont essayé de faire maintenant les mouvements écolos plus récents, peut-être Pierre Rabhi et Cyril Dion à sa suite, c'est-à-dire, de voir comment est-ce que peut-être une forme de sobriété, mais c'est ce que tu fais Marc aussi, finalement à Totem, hein, c'est-à-dire de vivre avec un petit peu moins, plus près de la nature, avec du lien social, beaucoup de lien social, parce que c'est d'abord ça qui nous nourrit et c'est d'abord ça nos besoins fondamentaux. C'est en ça que le Covid nous a extrêmement appauvris. C'est qu'on a perdu en fait des structures de liens qui sont fondamentales pour notre, équilibre psychique. Donc c'est comment peut-être la question aujourd'hui, c'est comment arriver à tisser plus de liens avec des humains et arriver à être moins dépendant
des contingences matérielles. Et encore une fois, l'exemple de l'Afrique que j'ai connu à 18 ans m'a montré que des gens en fait avec des existences qui matériellement étaient franchement très modestes, arrivaient aussi à être dans une forme de plénitude à des endroits. Même si j'idéalise pas et même si, la santé, l'éducation sont des apports fondamentaux et qu'il faut pas essayer d'idéaliser, non plus, la vie dans les pays du sud. Mais il y a quand même des leçons en fait, à prendre là-bas et notamment, reconsidérer notre rapport au matériel, quoi. Donc ça, c'est un cheminement, ça va prendre du temps et contrairement à Marc, je pense que, au rythme où ça va et avec ce que font les publicitaires, j'ai peur que ça ne puisse passer que par de la coercition. Parce que les gens d'eux-mêmes, parce que leur ressort psychologique, ne les incite pas à le faire. De la façon dont est câblé notre cerveau, c'est très dur d'arriver à se dire: «On va se prouver, on va se priver de tel ou tel, confort». C'est très, très difficile. Donc si c'est pas le contexte qui l'impose, il va falloir que ce soit réglementaire et autres et ça pose plein, plein de questions en cascade, auxquelles j'ai pas de réponse. Alors j'ai encore une question, faute de réponse. Héloïse Dardenne d'ailleurs vient de se manifester. Je pense que vous entendrez le son de sa voix dans peu de temps. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappée dans le film, c'est que l'un de vos interlocuteurs, c'est le moine Samdong Rinpoche, souligne que l'objectif premier pour changer la donne planétaire, eh bien, ce serait de fédérer les gens de bien, the good people. Alors, comment procéder et ce comment procéder, je voudrais le reformuler en quel rôle la jeunesse pourrait-elle jouer dans cette métamorphose. Alors là, je voudrais m'effacer devant ma petite équipe, ma team Red, qui a remporté le 22 mars dernier un concours qui était organisé par la Commission européenne, l'Université franco-allemande et l'ambassade de France, consacré, oui, qui portait sur les utopies digitales. Et elle a été la seule équipe à ne pas proposer la création d'une plateforme digitale supplémentaire, mais au contraire à proposer un programme d'une semaine par an dans tous les établissements scolaires d'Europe de responsabilisation numérique. Hein, d'où la référence à Biwix tout à l'heure, qui a été l'un de nos invités et l'un de nos interlocuteurs privilégiés. Alors là, je m'efface et je voudrais que, si possible, François et Héloïse, qui sont les deux des trois mousquetaires Red, posent une question, parce que je suppose qu'ils en ont des questions. Alors, Héloïse, vous voulez que je lise votre question? Oui, oui, si vous voulez. Vous ne pouvez pas la poser vous-même qu'on vous voit? Oui, mais j'en ai plein du coup. Bon, bah, je la lis à voix haute du coup, mais Nathanaël a déjà répondu. Donc, je vous remercie pour le film car c'est vraiment très inspirant d'un point de vue individuel, mais aussi du point de vue du projet du coup, qu'on a créé avec François et Aziza. Et du coup, ma question, c'était comment on arrive à faire le tri dans 90 heures de rush sans briser le cœur après un voyage aussi riche d'expériences individuelles, mais aussi au niveau paysage, etc. Et est-ce que la trame narrative s'est dessinée au long du voyage, le storytelling, ou est-ce que vous aviez une idée en amont, ou c'était vraiment au moment du montage quand vous avez fait le tri et vous avez fait, bon, bah, il y a ce concept-là qui se développe bien, on va mettre en lien avec certaines expériences qu'on a vécues. Voilà. On dirait que tu as déjà essayé de faire des films. Oui, oui. Oui. OK, mais merci pour la question. Peut-être je commence et Marc, tu peux compléter, mais, en gros, c'est un film qu'on n'a pas écrit avant, donc c'est pas du tout conventionnel comme type de réalisation, donc on n'avait pas de producteur et avec un producteur, on n'aurait pas pu faire ce film parce que personne n'aurait cru, personne n'aurait pu miser qu'il allait nous arriver ça, quoi. Donc c'était à la fois un voyage initiatique, à la fois un documentaire et à la fois j'ai eu la chance depuis de pouvoir suivre Marc avec une caméra finalement pendant je sais pas combien de temps ça a duré en tout, mais pas loin de 3 ans et de suivre aussi une forme de déconstruction, de son être, confronté à toutes ces nouveautés et quelque part, fait une évolution, quoi. Donc ça, c'est quand même super beau aussi, de pouvoir faire ça et moi aussi, j'ai fait mon évolution derrière la caméra. On le voit moins, mais donc du coup, on était tous les 2 très
très touchés par ça, donc ça nous a beaucoup habité ce projet. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas passé un plein temps là-dessus, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un projet qui a demandé beaucoup de maturation et donc en fait, concrètement, on faisait des sessions de travail avec Marc. Il y en a une où on était dans la Drôme, on a mis, 2 tentes, un tréteau, une planche, puis on était en pleine nature et puis on travaillait et puis donc on avait tout passé à l'écrit et donc on travaillait beaucoup à l'écrit, à lire, relire, stabiloter et discuter les interviews et faire des essais de montage et on a tout monté et remonté dans tous les sens, et du coup et au fur et à mesure du montage, on a essayé de voir aussi, qu'est-ce qui pourrait, être utile à la conscience globale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des tas de thématiques qui étaient très, très peu, connues au moment où nous, on a filmé tout ça et qui, en fait, sont devenues mainstream en quelques années. Comme par exemple la méditation. Une fois que Google a commencé à faire méditer les gens en entreprise et cetera, c'est devenu: «Bah, OK, la méditation, c'est OK, en fait». Alors qu'avant, c'était un peu farfelu. Dans les années 2010 et tout, méditation, on ne savait pas trop ce que c'était. Donc du coup, la méditation, d'un coup, ça devenait très simple d'en parler parce que c'était vraiment et donc du coup, on pouvait aussi aller un peu plus loin, quoi. On pouvait aussi dire d'autres choses. Hem, Globalement, c'était un exercice, à la fois sensible, à la fois d'argumentaire, de beaucoup, de comprendre comment on pouvait le faire, quel personnage. Donc on a fait beaucoup de renoncements. Il y a des thèmes entiers dont on n'a pas pu parler. On n'a pas pu parler du masculin, du féminin, on n'a pas pu parler de l'éducation, on n'a pas pu parler de la santé. Pourtant, on a des interviews sur ces thèmes-là, mais en fait, ce qui est fou, c'est que le film, il est arrivé dans l'ordre. À la fin, on a essayé de le monter, on a essayé d'actionner nos petits cerveaux pour voir comment et puis, en fait, on s'est rendu compte après plein de tableurs Excel croisés dans tous les sens qu'en fait, le film, il était arrivé dans l'ordre et donc on a monté les séquences dans l'ordre où on les avait filmées. Et en fait, sans l'avoir écrit, il y avait une progression narrative et une progression chronologique. Alors bien sûr, on n'a pas pris tous les thèmes dans tous les endroits, on a essayé d'avoir des unités de temps et des unités thématiques au maximum. Et en fait, c'est ça qui permet d'avoir une progression qui est relativement fidèle à celle qu'on a vécue, sachant qu'en faisant ce voyage, on n'a pris aucune note, on n'a rien enregistré, on n'a rien écrit. Et donc en fait, c'est vraiment au montage qu'on s'est un petit peu, retrouvés, seuls face à nos ordis, à nos écrans et ça nous a pris du temps, c'était long. C'était des processus pas classiques, donc 3 ans et demi, ce que je disais dans le chat d'écriture et de montage et donc on est passé par tous les stades, de la joie au désespoir, il a fallu pas mal d'abnégation quand même pour amener le film au bout, parce que c'est des processus qui sont pas que je conseillerais à personne de faire. C'est un peu fou de faire ça, en fait, parce qu'il y a 90 heures et voilà, il y a énormément de contenu et nous-mêmes, en fait, au fur et à mesure que notre maturité évoluait, on a pu aussi assumer certains messages ou comprendre certains messages qu'on ne comprenait pas du tout au moment où on les a filmés, ou en tout cas pas avec la même, profondeur. Voilà. Donc c'était ça que je pouvais partager, mais Marc, je pense que tu as aussi plein d'autres trucs à Non, mais dire c'est sur la le partie technique, tout à fait. Donc, comment on fait pour que ça brise pas le cœur? Bah, ça brise le cœur, déjà. Je te le dis tout de suite que c'était super dur parce que nous, c'était des clés de conscience super importantes. Mais genre, elle arrivait trop tôt dans le film. Donc, on dit, ah, ça marche pas. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous l'a dit un peu différemment à un autre endroit? Ah, tiens, lui. Et donc, en fait, c'est une espèce de Rubik's Cube non-stop. Je pense qu'il y a eu 10 versions de ce film. Et c'est la 11e qui marche. Et en fait, c'est comme si. Moi, j'ai l'impression d'être un potier, quoi. Tu fais ta sculpture et puis au fur et à mesure, on avait un axe, un peu, enfin, quelque chose qui ressemblait à quelque chose. Et au fur et à mesure des visionnages, on coupait, on mettait, on affinait un petit truc, on écoutait les gens. Ah tiens, il rit pas là. Tiens, ce message-là, en fait, s'il est dit à cet endroit, il n'est pas entendu. À la fin, il y avait des questionnaires sur qu'est-ce que vous avez retenu. Et on voyait qu'il y avait des thèmes qui passaient à la trappe. Et donc, c'était vraiment de comprendre que le cinéma, c'est aussi, donc c'est quelque chose émotionnellement, il n'y a pas quelque chose de plus puissant qui touche l'émotionnel. Et la raison est qu'en fait, comme on associe entre musique, silence, souvent, Nathan, il m'expliquait bien aussi que l'insert, il prend le pas sur la parole. Donc, en fait, à quel moment on met des inserts qui vont juste venir faire entendre une parole que sinon elle est dite et on n'entend pas. Donc, tout ça, ça a été vraiment long, mais c'était beau parce que du coup, à force d'entendre 15 fois la même phrase, on a fini par se reprogrammer nous-mêmes le cerveau et faire des mantras de toutes les punchlines qui sont dans le film. Et au fur et à mesure, comme dit Nathanaël, en effet, on a compris que c'était un arbre qui cachait une forêt et qu'à chaque fois qu'on se remettait derrière la timeline et qu'on reprenait encore, certains comme Bruce Lipton, il y avait 2h15 d'interview, on lui avait fait répéter des trucs, et en fait il disait un peu les mêmes choses mais différents, mais c'était encore mieux dit la deuxième fois, mais en 12 minutes ça ne tient pas, on avait que 3 minutes, donc hop, il fallait qu'on imagine les petits dessins qu'on a fait, enfin c'était tout ça. Mais au fur et à mesure, en tout cas, je pense que c'est ça qui nous a permis vraiment d'intégrer ces messages, et souvent il ne suffit pas d'entendre une fois un truc, il faut la répétition, l'inconscient il fonctionne par la répétition, donc je pense que c'était bien que ça dure longtemps pour que ce ne soit pas juste des idées, mais que ça vienne vraiment s'imprégner dans nos cellules. Et l'autre chose, on s'est rendu compte, c'est à force d'écouter plusieurs fois aussi les intervenants, que ce n'était pas que ce qu'ils disaient, mais de l'espace d'où ils disaient. C'est-à-dire que quand
Satish Kumar, il dit « fais confiance en la vie ». Si un autre philosophe, je ne sais pas si Bernard-Henri Lévy me dit ça, ça ne va pas s'imprégner pareil que si c'est Satish Kumar qui me le dit d'un espace où il l'a fait. Ça, il a vécu sans argent pendant longtemps, il a fait confiance à la vie. Et c'était aussi ça, de voir que ce qu'on dit, c'est d'où on le dit, ça touche le cœur ou pas. Et donc ça, c'était aussi une leçon par rapport à ça qui fait qu'on a choisi. Des fois, il y avait des gens qui disaient des trucs très intelligents, mais trop cérébral. Et il y avait des gens qui disaient de manière très simple et ça touchait beaucoup plus. Et ça, on en a fait l'expérience au montage. Mais donc, en général, comme dit Nathanaël, je pense soit on a 25 ans, rien à perdre, et on a 4 ans à mettre sur un film, il faut le faire. Sinon, c'est quand même bien d'écrire un peu avant. On gagne un peu de temps, des nuits blanches. On a déjà fait des nuits, je crois, de 48 heures, enfin, sans dormir avec Nathanaël, quand on avait une deadline, la seule qu'on a eue pour un festival. On a vraiment fait que ça, il fallait qu'on finisse le truc. Et on avançait aussi beaucoup plus. Donc, je pense que des deadlines, un peu d'écriture, et après, laisser ouvert à ce que la vie a à nous montrer. Parce que c'est sûr que les gens qu'on a interrogés, on ne savait pas qu'ils existaient avant de partir. C'est vraiment en marchant que le chemin s'est un peu ouvert. Donc, je dirais que c'est un petit mélange de préparation et de lâcher prise qui fait et de poser son intention fort, sa vision, et être vraiment en lien avec son intuition. Ça crée vraiment, je pense, des miracles qui ne peuvent pas être écrits sur un dossier de cinéma avant de partir, ça c'est sûr. Donc, j'aurais une question par rapport à ça. Les personnes que vous avez rencontrées, vous les avez découvertes comment? Parce que Vandana Shiva, elle est quand même assez connue, mais d'autres personnes comme les hommes médecine, ce ne sont pas des personnes qu'on voit généralement ou dont on entend beaucoup parler en fait. Alors là-dessus, Vandana Shiva, elle n'était pas très connue il y a encore, en 2009, je pense qu'elle était apparue dans certains documentaires, mais je pense que c'est plus le monde part en vrille, plus ces gens-là, on leur donne des micros et plus ils deviennent importants. La plupart, quand on les appelait, quand on lisait leurs livres, on disait on fait un film, on n'avait pas on était personne, on n'avait pas de production. Et ils étaient contents qu'on leur donne la parole, je pense qu'il y avait ça. Après, je pense qu'on avait quelqu'un qui était, pour Vandana Shiva, en fait, c'est la première qu'on a interrogée. Et en fait, on avait quelqu'un qui avait été en stage chez elle, à qui j'avais donné un des documentaires que Nathanaël m'avait donné. Elle m'avait dit, il faut que je rencontre cette femme. Elle avait eu comme un coup de cœur. Et je pense que Vandana Shiva nous a présenté Satish Kumar, il y avait le Premier ministre du Tibet. Et là, on avait déjà tellement de fonds qu'après, derrière, on avait confiance, on savait un peu les thèmes. Et puis après, on voyageait, on disait autour de nous, voilà le film qu'on fait, voilà le thème. Et est-ce que vous connaissez quelqu'un interrogé? Et en fait, ça, c'était la manière dont on a rencontré après d'autres scientifiques, enfin d'autres, tous les hommes médecine. Après, on était au Guatemala où là, dans les bibliothèques, on voyait les livres qui nous intéressaient. On prenait le numéro à la fin, on envoyait un mail et puis tous les gens disaient oui, on est disponible, oui, dans une semaine. Alors que Bruce Lipton, quand je l'ai redemandé pour faire autre chose avec lui, un autre projet, il m'a dit je suis booké c'était 2 ans à l'avance en fait. Donc ça montre bien qu'il y a un moment où c'est l'heure des idées et il y a un moment où c'est pas l'heure. Et quand c'est pas l'heure, c'est le moment de faire un film sans budget, comme ça les gens ils vous reçoivent. Et sinon, il faut mieux attendre. Mais en général, nous, c'était vraiment la leçon. C'est parce qu'on parlait autour, et ça marche pour les projets en général, quand on a une intention et qu'on en parle autour de nous et qu'on nourrit ça, je pense même énergétiquement, de visualiser, imaginer les choses et d'en parler, ça crée des synchronicités, ça crée des rendez-vous, ça crée des choses. Donc, je pense que c'est un peu ce mix des deux, quoi. Et puis après, une fois qu'on avait Vandana Shiva, c'est vrai que ça nous a aidé après ou d'autres de dire on a un tel, et hop, dans ce petit microcosme, ils se connaissaient un petit peu quand même. Mais souvent, ils ne s'étaient jamais parlé ou ils se connaissaient de loin. Je pense qu'avec Nathalie, ce qu'on a réussi à faire, c'est relier un peu tous ces gens ils en connaissaient un ou deux, mais pas tous les autres, en fait. Et je pense que c'était ça aussi qui était là, de se mettre en instrument. C'est un peu l'intention qu'on avait mis avec Nathanaël, de se dire, le film, il se fait à travers nous. Et du coup, soyons juste des instruments au service de ce projet. Et en fait, en lâchant un peu l'ego, en se mettant en posture de service, la vie, c'est plus facile pour elle d'activer le secrétariat cosmique et de nous organiser tous ces rendez-vous facilement. Ouais, tu as bien dit. C'est un savant mélange de confiance dans le processus, dans ce qui est en train de se passer, de lâcher prise et en même temps de mettre de la volonté à des endroits et de dire ouais, on aimerait cette personne-là. Et après, des fois, il faut un peu de culot aussi parce que du coup, pour aller les voir, faut quand même être convaincant. Et je me rappelle que Vandana Shiva, c'était une toute première, puisque c'était le voyage en Inde, c'était tout au début, c'est une des premières personnes qu'on a interviewées. Et du coup, on lui a dit en fait toutes les personnes qu'on voulait avoir dans notre film, quoi. Et puis on avait de la conviction, on y croyait. Et puis lui, elle a trouvé ça génial, voilà. Mais il dit: «Ah mais venez dans ma ferme», parce qu'on est allé dans son bureau à New Delhi et son bureau qu'on voit dans le film de Colin Serrault là, qui est assez moche, c'est pas rangé, il y a des papiers partout, il y a pas de lumière et tout.
Donc on se disait: «Voilà, où est-ce qu'on va faire l'interview?» Elle a fait: «Non, mais votre projet, c'est super, il faut que je vous présente tous mes potes, venez dans ma ferme». Du coup, on a reprogrammé tout notre voyage pour 4 semaines plus tard, aller dans sa ferme pour le séminaire Gandhi et mondialisation et c'est là qu'elle nous présente Satish Kumar, le Sam Dong Rinpoche, le Baba Trioger, le premier écologiste qui s'est enserré autour des arbres, qui disait: «Si vous voulez couper les arbres de la forêt, il faudra me couper avec» et heu et du coup, en fait, c'est bien parce qu'à ce moment-là, on était, complètement ouverts sur ce qui allait se passer. On a reprogrammé tout notre voyage et cetera pour pouvoir être là et donc on était, voilà, quelque part, ouverts à ce qui pouvait s'ouvrir, quoi et en même temps, on a un petit peu, lâché des noms en disant: «Oui, il y aura un tel dans le film». En fait, on n'en savait rien quand même, hein, à la base, au départ, c'était plutôt des intentions. Mais voilà, donc c'est un subtil mélange d'envie et de confiance. On se sentait quand même pas mal guidé par quelque chose d'important, par une intuition qu'il fallait le faire. On savait pas exactement quoi, mais qu'il fallait avancer et heu et puis voilà, beaucoup de confiance et d'envie quoi, en tout cas. Merci. Peut-être que quelqu'un d'autre va en prendre la parole encore ou François, oui? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors d'abord, merci pour ce documentaire. C'était vraiment passionnant. Je pense que vous êtes vraiment des provocateurs de prise de conscience et c'est toujours un plaisir d'en rencontrer. Donc merci à l'Institut français pour l'organisation de cette soirée. Moi, je voulais rebondir sur un thème que vous avez dit, vous l'avez eu dans les interviews, mais vous n'avez pas forcément pu le placer dans le documentaire, c'est le thème de l'éducation. Est-ce que vous pensez que l'éducation ou le système éducatif en général a un rôle à jouer dans cette reconnexion avec les valeurs primaires, entre guillemets, et est-ce que vous, puisque là, du coup, je vais parler un peu pour notre projet aussi à Héloïse et à moi, est-ce que vous seriez prêt à, entre guillemets, intervenir dans le cadre de workshops, par exemple, pour venir présenter votre projet à des lycéens, des collégiens, déjà les amener à se poser des questions sur toute cette société consumériste et à pas simplement consommer, 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 mais toujours se poser des questions derrière. Est-ce que c'est des projets que vous envisagez? Alors, sur l'éducation, c'est sûr que l'éducation, elle a un rôle majeur dans la destruction actuelle de la nature et dans la manière dont ont été conditionnés les individus. Ça, c'est sûr. Moi, je sais que la monteuse avec qui on avait commencé à monter le film, avant ça, elle avait fait un documentaire sur la mondialisation et sur justement les accords du GATT et de l'OMC sur l'Europe. Et en gros, elle m'avait dit que dans les statuts de l'Europe, il y avait écrit que le but de l'éducation, c'était de créer des consommateurs qui tenaient le système. Il y avait un truc, elle m'a dit, c'était écrit de manière même pas un peu cachée. Donc je pense que c'est sûr que l'éducation, elle a eu un rôle à cet endroit. Il y a des documentaires sur l'éducation qui montrent comment au départ, c'était pour les militaires et qu'il y a vraiment un peu une idée d'endoctrinement. Après, avec d'autres valeurs et un esprit critique, en France, on a quand même une éducation qui est assez extraordinaire par rapport à d'autres endroits comme aux États-Unis, où c'est les entreprises qui financent l'éducation. Donc tout ce qui est esprit critique, ils ont dit que ça c'était pareil, c'était un danger pour le système, donc ils l'ont un peu enlevé. Donc c'est sûr qu'elle a eu un impact là-dessus. Et moi je pense, c'est souvent ça qui nous frustrait avec Nathanaël, c'est que même je pense qu'on a posé la question à Satish Kumar, quand tu lui dis par où on commence, et lui a dit par l'éducation en fait. C'est arrêter de commencer to brainwash our young kids avec cette idée qu'on est séparé de la nature. Je pense c'est là, le Dalai Lama, il a dû avoir une phrase comme quoi si on apprenait la méditation à la jeune génération, enfin, ça prendrait vraiment pas longtemps d'avoir justement une toute autre génération, un autre rapport au monde. Nathan, tu pourras en parler, mais il a distribué aussi beaucoup de films sur l'éducation à travers. Il y avait Une idée folle, il y avait Être et devenir, il y en avait un autre sur Déconnexion, je crois que c'est sur l'école dans la nature. Et en fait, tous ces documentaires montrent que des enfants qui ne sont pas scolarisés, des fois, ils arrivent, quand il y a vraiment le contexte aussi autour, à pas. Là, ce n'est pas la société qui leur dit ce qu'ils doivent faire, mais c'est la vie qui, justement, à la fin, en fait, les rebranche sur leur raison d'être et du coup, font des choses qui sont assez extraordinaires, qui, des fois, certains montent des entreprises ou sont dans la fibre artistique, ça dépend, mais c'est sûr que ces documentaires-là, c'était aussi une démonstration que l'éducation a un rôle super important à jouer. Donc, nous, on est intervenus dans des lycées. Il y a même en Belgique, je crois qu'ils avaient fait un support pour justement les écoles. Là, il n'y a pas longtemps, on est intervenu dans un lycée à Dubaï, où ils se posaient des questions, c'était en philosophie. Donc, je pense que moi, c'est plus le temps qui me manque, parce que d'avoir un lieu, ça prend encore plus de temps que de travailler dans une multinationale, en fait.
mais on est content de le faire. Mais je pense que ouais, nous, au départ, de pouvoir intervenir et d'inciter, de pousser cette jeune génération qui est en train de se rebeller un peu et qui sait que ils ont vu le bluff, quoi. Il n'y a pas de travail pour elles et ils ne veulent pas contribuer à ce monde-là. Moi, je sais, quand j'ai quitté mon travail, tout le monde me disait waouh, genre respect. Et là, la jeune génération à qui je parle, c'est même pas, ils voudraient y aller en fait. Donc je pense qu'il y a un basculement qui s'est fait, en tout cas chez une partie de la jeunesse. Je ne pense pas que le changement climatique, ça doit être l'unique. C'est mettre un peu tous les œufs dans le même panier. Je pense qu'il y a d'autres choses qui sont autour, qui sont importantes. C'est plus un symptôme. Mais en tout cas, si on peut aider, nourrir la réflexion de toute cette jeunesse-là qui préfère faire la grève que d'aller à l'école, mettre son avenir en danger pour un futur, déjà, ça dit déjà quelque chose. Donc, je pense que c'est déjà super encourageant. Et donc, bah ouais, tout ce qui est éducation, de continuer là-dessus. Moi, je sais Mallory qui m'accompagne, elle travaille sur des dessins animés pour enfants avec toute cette dimension aussi là, énergétique, subtile, et d'amener un peu cette idée-là de cœur, d'intériorité. Donc, je pense que les super pouvoirs, c'est pas la force comme Dragon Ball, mais c'est le pouvoir de la compassion, des choses un peu comme ça. Donc, je me dis, si jamais on commence à cet endroit-là, il peut se passer des choses. Donc, voilà, en tout cas, l'éducation, en effet, c'est une priorité numéro 1, quoi. Et Nathanaël, tu peux en parler, parce que même toi, tu as mis du coup tes enfants aussi dans une école. Moi, j'ai mis mes gamins dans une école Montessori, mais c'est beaucoup de questionnements. Alors, déjà, c'est une école Montessori qui est en haut d'une montagne où ils ont une vue à couper le souffle. Donc déjà, rien que sans travailler, je pense qu'il y a de quoi être inspiré là-bas. Après, c'est une forme d'élitisme aussi, donc ça, c'est le côté un peu qui, moi, me questionne, en fait. Moi, j'ai été à l'école publique toute ma vie, à l'université, donc mettre des enfants dans le privé, quand même, c'était un peu pas intuitif, on va dire. Mais je le fais parce que, et l'école, elle est à une demi-heure en plus en voiture, donc en plus, il y a cet effort-là d'organiser des covoiturages et tout. Mais je le fais parce qu'en fait, je me rends compte que c'est dans ces années-là, en fait, dans les premières années de la vie, que se forge vraiment un rapport au monde et un rapport aux autres. Et donc, c'est des écoles, en fait, où on apprend à gérer aussi ses émotions. Donc, il y a aussi tout ça. Il y a toute l'éducation aux sensibles et à notre partie sensible. Moi, j'ai découvert que j'avais des émotions à 25 ans, quoi. Comme pas mal d'Occidentaux. Voilà, c'est en partie au courant du voyage, hein, d'ailleurs, quand on s'est arrêté au Guatemala et quand on a commencé à travailler sur ça. Ok, bon, ben, alors, évidemment, vous avez une sphère émotionnelle, voilà comment ça se passe, etc. Et en fait, en Occident, et dans pas mal d'autres parties du monde aussi, on a des gros handicapés de ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle du sensible se relier au vivant, on va être dans une approche très mentale. Aujourd'hui, c'est très à la mode. Voilà, j'ai le bouquin là, ici, là, je ne l'ai pas encore lu, hein, donc je ne pourrais pas vous le citer, là, de Baptiste Morisot, mais tu vois, on voit beaucoup de choses comme ça sur aujourd'hui, comment on se relie au vivant, comment est-ce qu'on réinvente un lien au vivant, etc. Et je crois que c'est d'abord se relier à nous-mêmes, en fait, et à notre partie sensible. On est capable, nous, de sentir énormément de choses et d'être conscient. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui est valorisé aujourd'hui. Au contraire, on va valoriser des trucs très durs, le rapport de force, la compétition. La compétition est très valorisée. Alors que dans la nature, la compétition n'a pas tant d'importance que ça. C'est ce qu'on est en train de découvrir. Ça, c'est un petit peu partie de ce dont on essaie de parler avec Enquête de sens aussi. Donc là, c'est le moment où il y a mon petit qui va passer derrière la caméra et faire le mariole normalement. Mais voilà, donc du coup, pour préserver aussi l'étincelle de vie qu'il y a dans nos enfants, c'est pour ça qu'on a fait le choix aussi de les mettre dans une éducation qui va être aussi plus dans une forme d'accompagnement de ce qu'eux ont envie d'apporter au monde et pas dans un effort de rentrer dans un moule, quoi. C'est vraiment ce mouvement-là, en fait, quand on va voir le CPE à la fin du lycée, il va vous dire, ah ben non, mais cette filière-là, il n'y a pas tant de débouchés. Donc, il n'en a rien à faire, en fait, que vous, ça vous fassiez vibrer ou autre. Ce qui compte, c'est qu'il va falloir remplir des cases dans des filières. C'est le nouveau truc d'orientation après le bac. Là, j'ai mangé le nom, là, en France. C'est une espèce d'algorithme qui va décider si tu vas devenir ceci ou cela en te permettant d'accéder à telle ou telle étude, quoi. Donc, il y a un truc très dévoyé. Et donc, nous, pendant le film, en fait, on a pris conscience un peu de cette thématique-là quand on était au Mexique et qu'on a rencontré les gens qui sont dans la mouvance zapatiste. Alors, on n'est pas allé dans les caracoles au fin fond de la forêt parce que on a fait le choix de ne pas faire ça, de ne pas y aller un peu trop en touriste, en fait, parce que c'est quand même quelque chose qui a une histoire, qui a une profondeur. D'ailleurs, il y a une délégation zapatiste qui va faire le tour de l'Europe cet été pour aussi être dans l'échange et dire, mais qu'est-ce que vous foutez, en fait? C'est le bicentenaire, je crois, de l'arrivée aux États. Enfin, il y a un truc, il y a un anniversaire là qui fête, je ne sais plus lequel. Et en gros, ils sont aussi, eux, ce qu'ils défendent, c'est aussi une culture et une vision du monde qui repose sur une culture indigène et qui n'est pas
productiviste, en fait, qui est communautaire. Donc, il y a quelque chose de fondamentalement différent. Et dans les gènes de l'école, on insémine effectivement ces gènes de productivisme. Et donc, nous-mêmes, parents, on travaille. Et donc, parce qu'on travaille, on met nos enfants à l'école. Et moi, j'ai des familles autour de moi qui font le choix de faire l'éducation à la maison. Alors moi, c'est pas mon choix, personnellement. Mais on a distribué un film aussi avec Kamehameha qui s'appelait Être et devenir, qui parlait de cette thématique-là. Effectivement, on a diffusé pas mal de films sur l'éducation, dont un film aussi qui parle d'éducation en pleine nature, qui s'appelle L'autre connexion. Et en fait, même si ce n'est pas les choix qu'on va faire pour ses enfants, c'est bien de voir ces films parce que ça fait réfléchir sur le fait que, oui, l'éducation est obligatoire, mais l'école publique telle qu'on la conçoit aujourd'hui, en général, on ne se pose pas trop la question. On se dit, bah oui, c'est le passage obligé, et en même temps, c'est pas du tout neutre de mettre ses enfants dans ces circuits-là. Alors après, évidemment, on tombe sur des profs qui sont chouettes, et des fois, ça va très bien. Il ne s'agit pas de condamner tous les gens qui travaillent dans ces institutions-là. Mais on voit bien toute la violence qu'il y a en interne aujourd'hui avec le ministère et tout ce qui est très, très vertical et ce qui leur tombe dessus. Et il y a énormément de profs, ils ont du mal à recruter parce que les profs, ils sont dans un mal-être profond, en fait, dans ce système-là, quoi. Et donc, pour venir aux zapatistes, on a visité un centre d'éducation aux zapatistes à San Cristobal, au Chiapas. Et en fait, c'est un centre, en fait, comme il dirait en anglais, d'empowerment, ou en espagnol, de capacitation, en fait. Et en fait, quand on venait parler au directeur de l'école, on lui disait, oui, alors, et voilà, et l'éducation, il disait, non, nous, on ne parle pas d'éducation. On ne veut pas entendre parler de ce terme, parce qu'on n'est pas en train de vouloir formater les êtres humains, on est en train d'essayer de donner aux êtres humains des capacités pour en fait sortir leur communauté, aider leur communauté, eux-mêmes reprendre du pouvoir d'agir, etc. Donc il y avait vraiment une lecture, j'ai envie de dire, que je rapprocherais de l'éducation populaire, quoi, de comment on se redonne du pouvoir collectivement, du pouvoir d'agir et de la conscience. Et l'éducation, c'était tout ce qui combattait au final. Et donc c'était une école, c'était plus de la formation. Ils formaient des avocats, ils formaient des ébénistes, ils formaient des couturiers, etc. Mais il n'y avait pas de notion de vouloir inculquer en fait et formater un savoir. Et ce qu'on a ressenti au Mexique, c'est une très grande violence en fait dans la société mexicaine. Mais on n'a pas vu des narcotrafiquants, on n'a pas vu ces choses-là. Mais on a vu une société où quand même l'ancien président du Mexique et qui est quand même un ancien PDG de Coca-Cola, pour vous donner le degré d'infiltration des lobbies dans des pays comme ça. C'est les premiers buveurs de Coca-Cola au monde, les Mexicains, etc. Donc, il y a vraiment la culture américaine a beaucoup de poids là-bas et se heurte vraiment à la culture indigène. Et on a senti vraiment une force d'opposition très très forte entre ce que voulait. On a mieux compris en fait ce qu'incarnait le zapatisme en fait, parce que vu d'ici on comprend pas trop. Mais quand on est là-bas, on voit cette force d'acculturation qui est portée par le gouvernement mexicain et qui est portée par les institutions et par les États-Unis. Cette force d'acculturation énorme. Et eux en fait, ils veulent juste protéger quelque part leur culture quoi. Face à un rouleau compresseur. Et du coup, ils ont commencé donc à lire Ivan Illich, qui est du coup très très apprécié. Et je crois qu'Ivan Illich, il a écrit un bouquin que mes parents avaient lu à l'époque, moi je n'ai pas lu, qui s'appelle L'éducation sans école ou quelque chose comme ça, et qui repose en fait les bases de comment on éduque qu'est-ce que c'est que l'éducation fondamentalement, quoi. Donc en fait, il y a vraiment une question très profonde autour de l'éducation. C'est pas juste finalement Montessori ou école démocratique ou que sais-je. C'est même pas ça la vraie question. C'est finalement comment est-ce qu'on accompagne des humains pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont à faire, quoi, et Oui, qu'on ne soit pas dans une école de formatage. Voilà. Nathanaël, les voix de Morgane et la mienne vont se combiner pour prononcer peut-être un plaidoyer en faveur d'une université qui est en train de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les petites classes, dans les établissements scolaires. D'autres personnes ici présentes sont plus à même que moi d'en parler. Mais pour parler de l'université, il me semble qu'il y a une prise de conscience qui s'est opérée alors, de manière assez claire avec le concept de recherche-action que Bernard Stiegler a essayé de promouvoir. Alors, ça a été à l'origine de mon éveil en tant qu'enseignante au niveau universitaire. Et il me semble, pour lire des publications de poste, que au CNRS, par exemple, ou à l'université, dans certaines universités, il y a un désir de dialoguer avec la société civile qui n'existait pas il y a encore 5 ou 6 ans.
Alors, ce concept de recherche-action, on essaie à Saarbrück de le promouvoir, et très vite, les étudiants qui s'inscrivent dans nos séminaires à l'Université de la Sarre comprennent que leur travail ne peut ne pas être rémunéré uniquement en credit points. Et j'ai toujours trouvé cette expression assez horrible. Hein, rémunérer combien cette Hausarbeit, ce référat, hein, cet exposé, ce mémoire, c'est rémunéré combien en credit points? Alors, on essaie de faire comprendre aux étudiants que c'est formidable aussi l'amour agapétique, c'est-à-dire le don gratuit. Hein, c'est une des 4 formes de l'amour dans la Grèce antique. Et ils comprennent notamment que dans mes séminaires, dans d'autres séminaires aussi, hein, de mes collègues, eh bien, on peut se familiariser avec certaines théories, mais que ça ne vaut rien si on ne passe pas à la pratique. Et donc, on leur délivre ce qu'on appelle un certificat de recherche-action, s'ils nous apportent la preuve qu'ils ont conduit une expérience sur le terrain de convivence, de solidarité. Alors, ça peut être l'engagement des étudiants que vous avez à l'écran ce soir, dans le cadre d'une préparation au concours et d'un projet de responsabilisation digitale. Ça peut être aussi l'écriture et l'illustration d'un petit livre pour enfants en 2 langues, français et allemand, comment le caméléon a trouvé son talent, voilà, en étant juste lui-même. Alors tout ça pour reprôner en fait le juste milieu et rappeler que le juste milieu, la voie médiane, n'est pas l'apanage de l'Orient. Hein, penser de manière binaire, y compris Orient-Occident, est peut-être aussi une erreur. La médecine antique gréco-latine l'avait compris, hein, avec Galien, avec Hippocrate. Le juste milieu, la voie médiane, nous maintient en bonne santé. C'est une question d'équilibre. Donc, je reviens à la question que je veux poser sous ce petit développement, et je vous prie de m'en excuser. C'est, ne pensez-vous pas que au sein de l'université, d'abord, une prise de conscience est en train de s'opérer, et que ensuite, ça reste un lieu privilégié pour favoriser justement ce type de recherche-action et apprendre donc aux étudiants, à côté de la théorie, à pratiquer ce qu'ils lisent. Merci pour ce développement, et une pensée aussi pour Bernard Stiegler. Et je pense qu'il faisait partie de ceux qu'on aurait voulu mettre dans le film, qu'on n'a pas parce qu'on avait déjà beaucoup. Et j'étais très déçu qu'il nous quitte aussitôt, parce que je pense qu'il avait vraiment ce côté justement concret et tourné vers l'action. Je pense que moi, j'ai vu certaines de ses interviews qui m'avaient beaucoup marqué. Donc non, moi je pense qu'au contraire, j'ai l'impression que, je suis content d'entendre que l'université, c'est un peu le reproche qu'on faisait aux universités par rapport aux écoles ou de commerce ou d'autres choses, c'est que c'était un peu trop conceptuel, et que le français, en général, il adore les concepts. Et des fois, moi, en ayant vécu aux États-Unis, j'avais vu un peu la différence entre le français qui cherche la solution parfaite et qui élabore longtemps là-dessus, et puis après, peut-être passe à l'action, versus l'américain, ou même l'allemand d'ailleurs, des fois, où qui dans l'action, puis on corrige et on continue d'avancer. J'ai l'impression que le français, des fois, on avait un peu, c'est un peu caricatural, mais de rester un peu dans les idées. Moi, j'avais vu ça aussi en école de commerce, où on construisait des pyramides de sucre par nationalité. C'était dans un séminaire qu'on faisait en université à l'étranger. Et je me rappelle, les Français, il n'y avait rien. Et les Allemands, c'était la plus grande. Après, c'est les Américains, nous, il n'y avait rien. Et quand on avait dit qu'est-ce qui s'est passé, c'est que nous, on avait élaboré sur qui devait le faire, à quoi ça allait ressembler, et le temps était passé. Et c'était juste une anecdote, mais je pense que ça disait quelque chose. Et je pense que si nous, et après ça fait des choses comme le viaduc de Millau, donc quand le français il met les deux ensemble, ça fait des belles choses. Hein. Mais je pense que si l'université elle arrive à avoir ces deux aspects-là, le théorique et le pratique, c'est carrément le lieu de l'incarnation de ces choses-là, et que c'est l'occasion de tenter des trucs en plus. À cette époque-là, quand on est étudiant, il y a cette énergie qu'on a. Il y a ce manque de sommeil que plutôt de faire des soirées, des fois c'est bien de le mettre au service de projets qui ont du sens, et toute cette énergie qui est un peu perdue, moi je pense, surtout en école de commerce.
avec des beuveries ou des trucs comme ça, de le mettre au service de projets de solidarité et de voir à quel point ça nourrit. En fait, ça fait des enclenchements pour la vie aussi après, parce qu'on a senti cette excitation d'avoir des projets et de voir ce que ça a créé, versus de fantasmer des jobs dans des entreprises ou des choses qui amènent la sécurité, mais pas justement cette joie dont on parlait au début. Donc, non, très heureux que ça existe, cette recherche-action, et qu'il faut le développer à fond, il faut communiquer sur ce concept. En tout cas, moi, ça me parle. J'arrive dans le sud à partir du mois d'avril. Hein. Très bien. Et ben voilà, et on vous invite à la Cambrousse là, cet été, même pour aligner tout ça. Non, mais pour y habiter, pour y vivre. Oui, mais justement, encore mieux. Très bien. Nathanaël, toi, tu connais mieux l'université aussi que... Moi, je connais l'université d'il y a 10 ans, donc ça a changé. Après, là, apparemment, je pense que peut-être quand ils auront fini de faire la chasse aux islamo-gauchistes, je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé là autour de cet épisode-là, mais ça dénote aussi une forme de mésestime de ce que sont vraiment les universités au niveau du ministère, quoi. C'est-à-dire aussi une ouverture sur le monde, une ouverture sur des concepts qui nous arrivent de l'étranger et des formes de pensée qui arrivent de l'étranger, et une communauté de recherche, alors qui est dévoyée à plein d'endroits, hein. Moi, j'ai pas voulu continuer dans la recherche, j'aurais pu, j'ai fait de la géographie au niveau master, et j'ai pas voulu après faire une thèse. Donc finalement, j'ai fait enquête de sens à la place. Voilà, c'était un peu ma thèse, mais en gros, moi, j'ai vu aussi énormément de compétition, énormément de manque de posture de coopération. Donc en gros, finalement, on a réduit la recherche à les chercheurs, ils passent la moitié de leur temps à trouver des crédits pour avoir le droit de continuer à faire de la recherche. Mmh. Donc ça, plus les affaires de sexisme, plus les affaires enfin voilà, il y a plein de réalités très diverses, mais moi, c'est pas un milieu qui m'a attiré beaucoup parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très patriarcal pour le coup, et très dur de se faire une place là-dedans, combien même on est brillant, et j'ai des amis brillants qui ont essayé de faire carrière, en tout cas qui ont essayé d'avoir des postes en université et tout, et c'est un jeu vraiment très, très difficile où il faut, écraser les autres pour pouvoir avoir une place et être vraiment dans des jeux d'entrisme qui sont un peu difficiles à cautionner vu de l'extérieur, quoi. Donc c'est ultra compétitif, il y a plus d'argent. Voilà, les gens qui veulent, vraiment après faire des choses intéressantes vont plutôt dans le monde anglo-saxon, ou sinon c'est pour l'amour de la patrie, qui reste chez nous. Mais, en tout cas dans des domaines de pointe, je pense qu'on est quand même assez largué, mais bon, c'est un peu un autre sujet. Après sur l'éducation en général, moi ce qui m'inquiète plus, et donc c'est la mouvance actuelle, ce qu'on a vu se développer avec la covid et tout, c'est de dire: voilà maintenant, c'est super, l'école, ça va se faire devant des tablettes, puisqu'en fait, c'est ça l'école numérique, c'est en train d'arriver. Maintenant, de plus en plus, on va faire tous les enseignements, devant des tablettes, et ça, je pense que, pour la France et enfin voilà, je suis assez inquiet de ça, moi, Mmh. de cette prolifération des écrans et du numérique, parce que sous couvert de modernité, je pense qu'on est en train de flinguer, notre rapport au littéraire, à la littérature, et les écrans, ça émet des rayonnements. Figurez-vous que moi, je suis en train de me former en géobiologie, et pour aussi être plus conscient de ces formes de rayonnement-là, et passer de toute sa jeunesse devant des écrans, déjà, les jeunes chez eux, ils ont déjà tous un smartphone, ils y passent déjà du temps. Donc si en plus à l'école, on est encore devant des écrans, je pense qu'on fait des générations, d'abrutis qui sont coupés du réel et coupés du vivant. Et il faut faire gaffe à ça, et la tendance actuelle est en train de nous amener vers une forme d'excès, en fait, et de perte de repères par rapport à tout ce virtuel, en fait, qui je comprends pas très bien, en fait, pourquoi est-ce qu'on voudrait absolument, faire court sur des écrans, on peut très bien apprendre à se servir des écrans un peu plus tard. Heu, il y a pas de Je vois pas de problème à ça, et donc je suis un peu inquiet de qu'est-ce qui motive, en fait, les gens, et les ministères à vouloir développer du numérique si tôt, si vite, si massivement, quoi. C'est Bill Gates. Moi, j'ai vu qu'il faisait des contrats pour Microsoft à une époque. Il y a 10 ans, c'était un peu l'idée. Bref, c'est un autre débat. On n'a pas parlé du théâtre. Vous connaissez sans doute le tandem Bruno Latour et Frédéric Aït-Touati, ou pas? Ça vous dit Non. quelque chose? Bruno Latour est un scientifique, mais C'est Bruno Latour, mais un philosophe, non oui, philosophe face à Ouais. Gaïa. Et il continue d'écrire des livres qui essaie de partager avec le plus grand nombre, donc des livres peut-être plus simples que certaines conférences, que les conférences qu'il compose face à Gaïa. Je pense à Où atterrir ou à Où suis-je, mais il s'est associé à une chercheuse dramaturge
de sorte que les spectacles qu'ils montent ensemble, et notamment à Nanterre, aux Amandiers, permettent de vulgariser ces thèses. Je pense à la COP21 qui a été un sujet d'inspiration pour les deux. Voilà, c'est une question que je me pose. Le théâtre, qui est un art politique par excellence, ne pourrait-il pas être mis au service davantage encore de l'éducation, enfin de l'éducation qu'on voudrait promouvoir les uns et les autres? Pour moi, c'est sûr que l'art, il a cette vocation. Les artistes, c'est ceux qui captent aussi ce qui est dans la psyché aussi collective et qui trouvent une forme pour justement le transmettre à ses contemporains. Donc, je pense qu'en effet, le théâtre, c'est un bel outil. Et trouver des formes, après, il faut filmer ça pour qu'en effet, le numérique, il a des inconvénients, mais c'est qu'on peut toucher avec un clic droit des millions de personnes, là où le théâtre va toucher quelques personnes. Après, nous, ce qu'on a vu, c'est que les projections où on était là, ou les projections où il n'y avait même pas beaucoup de... On est à une vraie présence avec quelqu'un physique. C'est comme si ça donne du corps aux propos. Et je pense que le théâtre, à cet endroit-là, il est super important. Et de pouvoir sentir, toucher, là, je sais que j'ai dit quelque chose sur le neurone miroir, dans cette capacité d'être en empathie avec l'autre. Et pour être en empathie avec l'autre, c'était à l'époque, c'était il y a une dizaine d'années, c'était qu'aujourd'hui, justement, on est de moins en moins empathique. Les chercheurs, ils étaient en train de tirer la sonnette d'alarme pour dire attention, on sait ce qui fait que notre espèce, elle est empathique et donc différente d'autres espèces, c'est le neurone miroir. Et ils sont en train d'être désactivés pour 3 raisons. C'était le fait de vivre tous dans des villes et donc d'être vraiment plus en lien avec les gens. Et donc, quand on voit une personne qu'on voudrait aider, il y en a tellement qu'on voudrait aider qu'on n'a même pas le pouvoir d'achat pour donner à toutes les personnes à qui on voudrait donner. Donc, on se coupe de ça. Il y avait des films violents et les jeux vidéo violents qui font qu'on coupe ça. Et l'autre, c'était les relations virtuelles et que les SMS et tous les messages par écran coupaient aussi cette empathie. Donc, je pense que ça, c'est important de le garder. Et tous les arts qui permettent de réveiller ça naturellement d'humain à humain, il faut les mettre en avant. Et je pense que de faire passer des messages, quitte à prendre du temps de cerveau disponible aux gens, comme disait le président de TF1 à une époque, si c'est ce temps disponible pour semer des graines de conscience, de prise de conscience, c'est urgent. Pour moi, c'est les artistes, les entrepreneurs et les associations qui sont vraiment ceux qui vont écrire le nouveau récit. Et donc, ils ont une place extrêmement importante parce que nous, on a vu le nombre de fois, on a reçu des mails de « Ah ben, j'ai vu votre film et il y a ce projet qui est né ». Et je pense que ça marche pareil pour le théâtre, quoi. C'est juste utiliser l'art pour la faire grandir en conscience, prendre conscience de toute notre inconscience et d'amener aussi des réflexions et surtout des débats à la fin. On aimait bien, on mettait même pas de débat, on mettait ciné-échange. C'est ce que le théâtre permet aussi, quoi, d'un point de vue politique. C'est une fois qu'il y a eu la scène, hop, derrière on échange. Et pour avoir fait quelques reportages avec Frédéric Lopez après Enquête de sens, je me rappelle en avoir fait un dans une cité à Sevran où c'était une troupe de théâtre qui allait en bas de certains bâtiments avec les habitants, imaginer une problématique qu'ils avaient ensemble, ils la mettaient en scène, ils jouaient avec des vrais acteurs, et après, un des voisins devait inviter les autres chez lui, et donc ça crée un lien et des débats sur des vrais sujets, et j'ai vu à quel point, en effet, le théâtre reste un outil local où, voilà, quand il y a des acteurs sur une scène qui commencent à avoir un propos, une conversation, et que nous, on est spectateurs, il y a un truc qui se passe, et le cerveau, il se met en marche d'une autre manière, donc je pense qu'en effet, oui, le théâtre, ça reste un outil très utile pour amener tous ces thèmes. Donc, bravo Bruno Latour, je vais regarder justement cette initiative, mais ça va, oui, dans le bon sens. Là, je pense qu'on ne peut plus prendre la parole pour rien dire et meubler du temps de cerveau. On n'a plus l'heure pour ça, le divertissement. Même le mot écran, c'est cacher du réel, et divertissement, c'est divertir, c'est rater la cible, quoi. Et c'est même la racine du mot péché, si vous voulez dire manquer le but. Donc, je pense que là, on est à côté de la plaque, donc l'idée, c'est de ramener les gens dans la cible qui est, pour moi, créer de l'harmonie et du sens. Donc, tous les arts sont bons pour ça, ouais. Moi, j'aurais encore une dernière question, et je ne sais pas si ensuite le public peut encore poser une dernière question, mais je proposerais de conclure, puisque l'heure avance. Donc, dans le film, vous parlez aussi à un moment de décalage par rapport à votre vie que vous meniez avant, puis le voyage, la réalisation du film et le retour en fait à votre monde. Donc, pour vous, comment vous faites, ou quels conseils vous pourriez donner pour réussir à trouver un peu un équilibre entre la pédagogie, l'information, la prévention
sans pour autant entrer dans le conflit ou être moralisateur avec d'autres personnes ou avec la famille ou les amis. Moi, je viens de finir un séminaire, justement, c'était un de ces thèmes-là, donc je peux avancer un temps, tu compléteras aussi, mais nous, à la fin du séminaire, de la session, où il y avait justement du chant, de la danse, il y avait toutes ces questions mises sur la table et cette idée de connecter vraiment les gens à leur raison d'être et à cet élan de vie, et on y arrive et ça existe. Et après, leur peur, c'est maintenant que j'ai vécu ça avec les 15 personnes avec qui je suis, ça me parle, mais je vais retourner dehors, et dehors, c'est hostile un peu quand même, et ma famille et tout, qu'est-ce qui va se passer? Et souvent, les conseils, nous, qu'on leur donnait, c'est il y a Jacques Généreux, qui est un auteur que j'aime bien, il parle des liens qui libèrent et des liens qui aliènent. Et il dit souvent dans les liens qui aliènent, c'est le premier cercle, c'est-à-dire la famille, les amis avec qui on avait un groupe des croyances en commun, avec qui on s'est construit. Et des fois qui justement bloquent ces nouvelles prises de conscience. Et puis il y a les liens qui libèrent, et il disait c'est les autres cercles avec qui justement ces nouvelles informations, ces nouvelles prises de conscience peuvent être justement nourris. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait des ponts un peu entre les deux. Mais on sait qu'il y a des sujets, c'est pas l'heure d'en parler avec la famille, forcément les amis. Mais d'abord, on vient les valider, on vient les maturer avec ces cercles-là. Donc ça nous nourrit et on ne se sent pas genre comme incompris. Et après, je pense, et puis après, il y a des ponts qui se font, puis les uns viennent avec les autres. Nous, on a perdu pas mal de copains au début. Puis au fur et à mesure, même ils sont revenus parce qu'aussi c'est l'heure pour chacun. Il y a un timing qui est propre à chacun. Je pense que les prises de conscience que vous aviez même il y a 3-4 ans, là où vous en étiez par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes. Donc il faut aussi avoir un peu sur le timing et sur le grandissement de conscience, c'est propre à chacun. Et je pense qu'il y a vraiment un timing là-dessus. Mais surtout, le conseil principal, c'est qu'il faut arrêter, de vouloir convaincre les gens. Je pense que quand on veut convaincre, cette posture-là, elle n'est pas du tout féconde et qu'il vaut mieux inspirer en posant des questions, en parlant de choses qui nous font vibrer, que dire « toi, tu dois changer ». Dans le « tu », il y a le fameux « tu qui tue », où il y a un peu du jugement et de dire « moi, je suis cohérent, toi, tu ne l'es pas ». Et je pense que ça ne fonctionne pas. Et surtout, je pense que c'est d'accepter que chacun a son niveau de conscience maximum parce qu'il a rencontré les épreuves et les informations qui étaient là sur son chemin à ce moment-là, et que là où nous, c'est des prises de conscience qui ont mis du temps à maturer, une phrase n'égale pas une prise de conscience. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un le résumé d'un documentaire qui dure 1h30 avec des archives, des photos, où on a vécu un truc, et de penser que l'autre, en lui disant cette phrase-là, il va comprendre. Mais c'est plus, moi je pense, questionner un peu à la manière de Socrate les choses, et donner envie par son action, par comment est-ce qu'on se sent, plutôt que de dire « ça va pas, on va tous mourir, toi aussi, il faut que tu comprennes qu'on va tous mourir ». Je pense que tous les collapsologues un peu dépressifs, ils ont fait un peu de mal à l'écologie dans le côté émerveillement et beauté de la chose, et de se connecter à ça plus par l'inspiration que par la peur, c'est aussi quelque chose qui s'évite plein de conflits. Et puis voilà, de ne pas croire que nous, on a raison et que l'autre a tort. Je pense qu'il y a vraiment une posture avant tout, et de ne pas vouloir tout dire, tout partager, et voilà, accepter que ça fait son chemin. Et que les réunions de famille ne sont pas les endroits les mieux pour ça, ou les réunions avec des groupes d'amis. Moi, j'amenais mes copains à chaque fois, genre au bois de Vincennes, je les prenais un par un, je discutais avec eux, parce que quand j'arrivais à 1 contre 10, c'était mort. Surtout sur la spiritualité, ces trucs très perso. Il y a un effet un peu grégaire qui fait qu'on ne veut pas perdre la face. Donc je pense que voilà, ne pas perdre, il y a toute cette énergie à convaincre. Il y a des manières plus subtiles de faire passer des messages, et plutôt planter des graines que vouloir absolument imposer des troncs d'arbres. Ouais. Alors, il est difficile de conclure, très difficile. Je voudrais exercer mon métier, mon petit métier, et donc quand même vous montrer à l'écran quelques livres qui m'ont aidé à changer et à changer ma méthode d'enseignement, ma programmation aussi à l'Institut français. Alors, il y a le collectif du Crapaud Fou, qui avait été donc un mouvement qui avait été initié par Cédric Villani, Médaille Fields 2010, faut-il le rappeler, et puis Tan Nguyen, alors qu'est devenue cette chose, je suis toujours en contact avec Tan Nguyen, mais on s'est tous émerveillés à la publication de ce livre. Bon, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui ? Il y a bien sûr ce Face à Gaïa dont je parlais tout à l'heure, de Bruno Latour. Il y a un manifeste qui a été publié 1 an après la sortie de votre film, de Valérie Charol chez Fayard en 2016,
qui s'appelle « Les qualités de l'homme ». Alors, je pense que c'est en référence à « L'homme sans qualité » de Robert Musil. C'est un manifeste, en tout cas, publié chez Fayard en 2016. Et c'est très intéressant parce que c'est une sorte de dialogue avec Descartes qui se termine par des règles. Le mot ne nous plaît pas beaucoup, mais en tout cas des règles de vie. C'est intéressant. Je pense, je l'ai cité tout à l'heure, à l'œuvre de Corinne Pelluchon, son livre magnifique « Les nourritures » ou son dernier essai « Les lumières du vivant », publié en janvier. Je pense à la recherche de Dominique Bourg. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces intellectuels-là ont essayé de s'engager et ont beaucoup souffert. Il me semble que Dominique Bourg s'est engagé, il ne me semble pas, j'en suis sûre, Dominique Bourg s'est engagé aux côtés de Delphine Batho, Corinne Pelluchon s'est engagée aux côtés de Nicolas Hulot, et je crois qu'ils ils se sont retirés de l'arène assez blessés et ont pu témoigner de la violence des luttes de pouvoir qui existent au sein des partis politiques. Et je crois que c'est ce qu'on comprend aussi quand on regarde votre documentaire. L'écologie politicienne n'est peut-être pas et décevante. Il faut mieux faire confiance aux communautés que vous nous avez montrées, donc à la société civile. Voilà. Alors conclure, j'ai toujours du mal à conclure. J'ai simplement envie de vous dire au revoir et à bientôt, à vous remercier pour cette aventure folle que vous avez menée jusqu'à son terme il y a plus de 10 ans maintenant, pour remercier le public. Alors ça, c'est important. Il n'y a peut-être pas eu beaucoup de connectés, mais on a perdu peu de gens en route. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, donc faut-il prononcer le mot de la fin? Non, il n'y a pas de fin, tout commence. À très bientôt sous le soleil. Merci à toutes et à tous d'avoir été là et merci beaucoup Marc et Nathanaël d'avoir pris le temps et d'avoir participé au débat. Et merci Irène, hein. Sans vous, on n'aurait pas, on ne serait pas là. Voilà. Donc à tous. Merci à toute l'équipe pour l'organisation et l'invitation. Et les gens qui sont là sont toujours les bonnes personnes. On a appris ça aussi en chemin. Donc on n'a pas jamais forcément d'attente par rapport à qui sera là. On est toujours sûr que ce sera bien avec ce qui est là. Voilà, donc très bonne suite à tous et au plaisir. Bon chemin. Merci. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bonne